Bonsoir et bienvenue dans les dossiers de l'histoire. Le dossier que nous allons ouvrir ou rouvrir aujourd'hui concerne un moment fatidique dans l'histoire de l'Algérie. Il s'agit du 1er novembre 1954, date du déclenchement de la guerre de libération nationale. Déclenchement salvateur dans la mesure où il va mettre un terme après d'énormes sacrifices à une longue, très longue nuit coloniale marquée par la violence de la conquête, les expropriations, les enfumades, les massacres et les tentations génocidaires. Tout cela n'a pas eu raison du peuple algérien. Au contraire, cela a entraîné un sentiment de résistance chez ce peuple réduit à l'état d'esclavage durant presque un siècle et demi, jusqu'au moment où des hommes et des femmes résolus à donner le meilleur d'eux-mêmes à la patrie ont allumé l'étincelle de novembre. Pour revenir sur ce moment mémorable, sur cette date du déclenchement de la guerre de libération nationale, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Fouad Soufi, archiviste et historien au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle. M. Fouad Soufi, bonsoir. Bonsoir. Et M. Bouhalfa Amazit, qui est journaliste et scénariste spécialisé en histoire. M. Bouhalfa Amazit, bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons aborder tout au long de cette émission les origines d'abord du 1er novembre. Ensuite, nous allons tenter de revenir sur un texte, l'essence de ce texte fondateur qui est la proclamation et l'appel au peuple algérien. Et enfin, nous allons essayer de débattre des réactions de l'administration coloniale, mais aussi de la classe politique algérienne juste après le déclenchement de la guerre de libération nationale. La première question, il y a un historien algérien qui a dit un jour le 1er novembre n'est pas tombé du ciel. Monsieur Fouad Soufi, est-ce qu'on peut dire que le 1er novembre 1954 est la résultante d'une résistance qui a commencé au lendemain de la colonisation, c'est-à-dire à partir de 1832? À partir du moment où, d'abord merci pour votre invitation, pardon, et à partir du moment où il n'y avait aucune autre solution au statut colonial, bien évident qu'on s'attendait plus ou moins à un déclenchement d'une guerre, de la lutte armée, et des militants se sont préparés pour ça. Maintenant, non, il faut plus, à mon humble avis, et c'est ce que je fais, je vais plus vers les origines immédiates plutôt que de remonter à 1830. Mais c'est vrai que le 1er novembre est inscrit dans 1830. Et quand je dis c'est vrai, j'exagère, c'est pas évident. L'aboutissement d'un processus, le 1er novembre. Ah oui, mais qui a connu quand même des avancées certaines, mais ensuite des reculs. Hein, vous avez parlé tout à l'heure de tentations génocidaires. Hein, il faut rappeler qu'à un moment donné, Gilles Elissary, par exemple, a fait un excellent livre sur ça, hein, sur la question démographique. Mais c'est cette même question démographique qui va renverser la vapeur, puisque le plus gros échec, et heureusement, de la colonisation, ça a été l'extinction des Algériens. Au contraire, ça va donner à la fin du 19e siècle, ça encore, je répète le nom de celui qui a travaillé sur cette question plus précisément, Gilles Elissary. On savait très bien, au début du 20e siècle, que jamais la population européenne n'allait rattraper la population algérienne par leur nombre. Donc il y a eu la première défaite, c'est la défaite démographique. Juste une petite précision par rapport au travail de Gilles Elissary, qui a avancé le chiffre de 2 millions de morts au printemps 1868. Oui, de toute façon, il n'y a rien d'étonnant.
Moi, je rappelle toujours cet article paru dans Oran républicain en 1937, où quelqu'un avait dit, il n'y avait pas la signature, il n'y avait que des initiales, nous sommes ici, chez nous, c'est vous les Européens à partir au Niger. C'est-à-dire que le mouvement, oui, c'est bien, de tentation génocidaire n'a pas disparu. Et il va réapparaître le 8 mai 1945. Alors c'est plutôt ça la date. Toutes les autres dates sont très importantes. Elles marquent justement la volonté de ce peuple de rester en vie. Mais le 8 mai 1945 va jouer un grand rôle parce que toutes les illusions d'une accommodation avec le statut colonial ou du statut colonial vont être considérées comme parfaitement inutiles. C'est terminé. On n'en veut plus. Alors qu'il n'y ait pas eu 45 000 morts ou qu'il y ait eu 45 000 morts, la rupture était là. C'est fini. Et même le statut organique de l'Algérie, 2 années plus tard, certains vont l'accepter, d'autres vont le refuser, mais enfin, ça ne va rien changer. D'où l'os. Monsieur Boukhalifa Amazit, est-ce qu'on peut dire justement que le 8 mai 1945 constitue véritablement un marqueur à partir duquel tout va changer dans l'esprit des Algériens? Incontestablement, c'est un marqueur en ce sens que il met fin à une période une forme de résistance des Algériens. C'est-à-dire cette résistance qui consistait à aller s'offrir la poitrine nue à la mitraille et avoir comme seul ressort le courage. Le courage ne suffisait pas. Il fallait l'organisation. L'organisation est antérieure à 1945, c'est vrai, l'organisation politique. Mais il faut dire aussi que la décolonisation était inscrite dans les gènes de l'histoire même, dans les gènes même de la colonisation. Parce que le monde allait, comme disait, je crois bien que c'est Hamilton qui disait une chose, le monde a appris à conjuguer le verbe se libérer. Et 1945 met fin à un système inique, le nazisme, mais il n'a pas mis fin à un système qui lui ressemble beaucoup, c'est-à-dire le colonialisme. Et cette lutte, comme vous disiez si pertinemment, qui armée, ces soulèvements, permanence, la permanence de la lutte, en 1945, on se dit une chose. La solution politique est devenue impossible. C'est-à-dire que le colonialisme qui croyait, que les colonialistes qui croyaient que la violence allait leur donner la paix pour 10 ans, en fait, ce n'était pas la paix, pendant que c'est vrai que la violence a failli éteindre les espoirs. En réalité, la colère continuait à monter, le feu couvait et brûlait dans le ventre et brûlait à l'intérieur de la société. D'ailleurs, il y a une phrase de Katb Yassine qui résume un petit peu l'état d'esprit des jeunes de l'époque. La phrase dans son fameux recueil Soliloque où c'est écrit « Ouverte la voie ». Oui. Et là, c'est-à-dire que ça a mis fin, c'est-à-dire c'est un cri qui a mis fin au silence. C'est un cri de 1945. Et là, tout le monde, tous les Algériens ont cru, même s'il y a eu une terrible répression. C'est de cette répression qui est née, qui a été le levain de 1954. Je ne dis pas que c'est une répétition, parce que je crois que chaque date, chaque moment de l'histoire nationale doit être étudié dans son contexte historique, dans son contexte culturel, dans son contexte économique de l'époque. Et 1945, c'est vrai que ça a été le levain, ça a été quelque chose qui a déclenché une pensée, une idée qui va émerger en 1954 sous la forme qu'on lui connaît. Pour beaucoup. 1954, et ce sont des Junoud, des Moudjahidines qui ont été... Moi, j'ai été libéré en 1954. Ça y est, j'étais libre. Une fois que j'étais au maquis, j'ai pris l'option de me libérer. J'étais libre en 1954. Et ça,
C'est très important. Il fallait, bien entendu, comme on dit, passer au guichet et payer à l'histoire le tribut du sang. Et il fallait le faire, et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il faut être souvenir, entre 1945 et 1954, une dizaine d'années, mais c'est une période qui sera marquée quand même par des tentatives du passage à l'action armée, avec l'expérience malheureuse de l'organisation spéciale LOS. Beaucoup de militants vont être complètement tétanisés par ce qui s'est passé en 1945. Il va y avoir une sorte de syndrome qui fait que ils vont dire la lutte armée, on n'a pas la force, on n'est pas suffisamment bien armé pour conduire cette lutte armée. L'armée française est trop puissante, jamais on n'en viendra à bout. Mais le problème n'était pas là. Bien sûr que jamais on n'en viendra à bout. Mais le problème, c'était de commencer. Et de se convaincre soi-même qu'on peut arriver quelque part qui ne peut plus être ce qu'a été l'Algérie d'avant 1945. Et c'est tout ça les débats qui vont avoir lieu. Parce que LOS, ce n'est pas un mouvement qui regroupe tous les Algériens. C'est vraiment un petit noyau solide d'un parti qui est en train d'aller vers le réformisme, puisqu'il accepte d'aller vers les élections. Il va participer aux élections sous le nom de liste pour le triomphe des libertés démocratiques, qui après va devenir le MTLD. Donc il accepte le jeu politique. On a l'impression que puisqu'il accepte le jeu politique comme les autres partis politiques qui étaient vivants à cette époque-là, qui se battaient politiquement à cette époque-là, que ce soit le parti Fatah Bès, le parti communiste, même les ulama qui n'étaient plus que cette sorte d'association pour la conscience religieuse, mais qui en réalité s'impliquaient dans le combat politique. Il ne faut pas non plus les réduire à ce qu'ils n'étaient pas. Donc, dans tout ce monde-là, la question des libertés démocratiques, derrière laquelle avançait celle de l'indépendance, devenait essentielle. Mais c'est un seul parti a créé une organisation. Alors, est-ce que c'est une organisation paramilitaire? Est-ce que c'est, en tous les cas, est-ce que c'est un mouvement scout, comme on le disait tout à l'heure, là, mais déjà armé non plus? C'est vrai que les scouts vont jouer un grand rôle, ça, c'est clair et net, mais je ne vais pas ouvrir la parenthèse sur le mot musulman. Ces scouts musulmans algériens, ce n'étaient pas des Jemeta Ulama. Musulmans, c'était la nationalité que nous avions. Et puis, il y avait les scouts catholiques. D'accord? Donc, pour ne pas trop me perdre dans le développement, oui, il y avait un débat et l'indépendance n'était plus devenue un sujet tabou. Reste à savoir, c'est là le problème, grâce à l'os, va être posé, quelle voie on va prendre? La voie régulière des élections, la majorité. Oui, mais comme disait Giap, l'impérialisme est un mauvais élève et le colonialisme, le système colonial également était un mauvais élève. Ils n'ont rien vu venir. Ils ont bien vu bouger la Tunisie et le Maroc, mais pour eux, l'Algérie était calme. Et l'Algérie était calme, mais les braises s'étaient allumées. Et le 8 mai 1945, c'est en ce sens-là que le 8 mai 1945 est essentiel. Il n'est pas l'unique, mais il est essentiel. Même si le lendemain, ceux qui ont lancé le 8 mai 1945 se sont convertis à l'électoralisme, au réformisme. Ceci étant, 1945 n'est pas le déclenchement, c'est une manifestation. Ce n'était pas le déclenchement de quelque chose, c'est-à-dire que... Pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à raconter sur le 8 mai 1945. Moi, j'aimerais bien revenir sur cette expérience de l'organisation spéciale, parce que c'était un moment quand même important qui va marquer toute une génération et qui va donner naissance
ce qu'on appelle le groupe des activistes, des clandestins du parti, qui auront après l'initiative d'aller vers la lutte armée en 1954. Oui, mais les premiers adversaires politiques de l'OS, des militants de l'OS, c'était le MTLD. Oui. Et d'un autre côté aussi, l'autre branche, parce que le MTLD est en train de... Enfin, il va éclater en trois. Les puissants, c'est-à-dire qui s'appuient sur la base, ce sont les messalistes. Les cadres, ça va être les centralistes. Et puis ceux qui restent de l'OS, hein, qu'on va appeler les neutralistes. Ils sont neutres. Oui, oui. Qu'on va appeler les activistes. Parce qu'on sent que ça commence à... Mais ils n'étaient pas nombreux non plus. Et là, je crois que le slogan politique qui va naître après 1962, que le 1er novembre, tout le peuple... Un seul héros, le peuple. Un seul héros, le peuple. Le peuple, oui, il était dans l'attente. Il était dans l'attente. Il était dans l'attente. Non seulement le peuple, mais même ceux qui vont rejoindre quelque temps plus tard, ceux qui avaient rejoint plutôt avant 54, les derniers. Hein, si vous voulez, je vais abuser de Karim Belkacem, qui a dit, mais de toute façon c'était ça sa position, nous on est prêts. Le premier qui se lance dans la lutte armée, de toute façon nous on est prêts. Et c'est vrai, lui il est prêt depuis 1945, il n'est pas prêt, il n'a pas pris les armes la veille. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'il attend. Et il n'allait pas se lancer tout seul dans cette... Donc ceux qui se lancent, nous sommes avec eux. Eh bien, cet attentisme actif de Karim, il est partagé un peu par tout le monde, mais disons une majorité qui n'était pas très... les ulama n'étaient pas d'accord avec le déclenchement de la lutte armée. Ils se sont dit... Les ulama n'étaient pas d'accord non plus. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes qui suivaient les ulama n'ont pas rejoint. Pas du tout. Au contraire, ils étaient là. De la même chose pour les jeunes de l'UDMA. Donc cette volonté d'aller vers une action armée sera affichée à partir du printemps 1954, lorsque un groupe de militants décide de mettre en place ce qu'on appelle le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, le CRUA. La création du CRUA, il ne faut pas oublier qu'elle s'est faite c'est-à-dire la consultation. Parce qu'il fallait se donner bonne conscience, c'est-à-dire voir quels sont les éléments les plus sûrs. Et qu'est-ce que veulent faire les autres. Ce groupe, ce petit groupe dont parlait Fouad, il a d'abord consulté. Ils se sont rencontrés à l'école Rachid en mars 54. Le 23 mars 54, ils se sont rencontrés. Il y avait des éléments dont Sidi Ali Abdelhamid, dont Bouchbouba, dont... Dakhli Dakhli. Ils se sont rencontrés. Donc, ils ont rencontré Boudiaf et Ben Boulaïd. Boudiaf et Ben Boulaïd exposent leur idée de la chose, leur détermination. Ils ont été écoutés très attentivement, mais il y avait, c'est-à-dire que oui, mais, c'est le mais qui a constitué la rupture. C'est-à-dire, exactement comme le pensait à l'époque Karim, c'était nous on est prêts. Mais il n'y avait pas que la Kabylie qui était pas. Il y avait des autres régions qui avaient recruté chaque élément parmi les 5, que ce soit Ben Boulaïd, que ce soit Didouche. Ils avaient des partisans qui étaient prêts à passer à l'action. C'est-à-dire que passer à l'action était devenu la nécessité. Il n'était plus question de tergiverser. Mais pour bien s'entendre, d'ailleurs on retrouvera ces éléments, tous ces éléments, on les retrouvera dans la proclamation, dans l'introduction, la première partie de la proclamation du 1er novembre. C'est-à-dire dire, voilà, nous avons vu tout le monde, nous avons consulté tout le monde. Bon, mais on s'est rendu compte qu'ils ne veulent pas passer à l'action. Là, c'est notre choix. Et ça a été, disons, le starter de ce qui allait, cette immense chose, parce que
Boudiaf, dans la préparation du 1er novembre, doutait qu'ils allaient être suivis. C'est-à-dire que, est-ce que nous allons être suivis? Bon, beaucoup disent que c'était un coup de poker. Je ne suis pas du tout pour dire que que ça se jouait à une carte. Non, ça ne se jouait pas à une carte. Parce que au fond, c'était réfléchi depuis le début du siècle, depuis qu'on a commencé à penser à la liberté, à l'indépendance. Et les instincts de liberté sont toujours plus forts. Et ils savaient qu'ils allaient trouver... C'est vrai qu'ils n'avaient pas d'armement. On raconte que la région de Constantine, pour toute la région de Constantine, il y avait 23 armes. Que les zones qui avaient quelques fusils de chasse, c'était les Aurès et la Kabylie. Des raisons historiques. Mais le projet, c'était une guerre révolutionnaire, comme l'a si bien expliqué Mbrouk Belhoussine. Il a dit, lorsqu'on a pris les armes pour lutter contre l'impérialisme français, c'était pas dans le but de vaincre l'armée française, mais c'était lancer une guerre révolutionnaire, ce qu'on peut peut-être expliquer aujourd'hui. Il y avait cette anecdote qu'on raconte qui se passait juste après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une anecdote authentique, vérifiée, qui se racontait. C'était Mohamed Belouizdad et un ami à lui qui regardait le défilé du 14 juillet. Et son ami lui dit, mais le 14, chauffe, le Qawa, la France, vous êtes en train de parler, de sortir le machin à la France. On raconte que Mohamed Belouizdad s'est levé, il a regardé cette colonne de jeunes et beaux soldats puissants, roses et pleins de santé. Et bien entendu, par rapport aux gens qui étaient sur la terrasse du café, qui regardaient ça, il l'a regardé, il lui a dit « Ouhagda yakhrju ». C'est-à-dire que le secret se trouvait dans « Hagda ou yakhrju ». C'était ça le secret. Le secret, c'était la détermination. Mais toutes les luttes auparavant ont chargé, c'est ça qui a fait la charge de ce yakhrju. Ils sortiront. C'est cela, c'est tout ce passé, toute cette souffrance. Et ceux qui se sont réunis par la suite, bon, c'est vrai qu'il y a les 22, etc. C'était ceux-là. Et on raconte aussi que dans les 22, cette réunion, c'est vrai qu'on ne sait pas assez de ce qui s'est dit, ce qui s'est réellement dit. C'était une pièce à huis clos. C'était un vrai huis clos. Et il semblerait que Souid Ali Boujma'a s'est levé, il a piqué une crise pratiquement de larmes. Un homme de cette stature, parce que c'était un géant, un homme de cette stature qui pleure et qui dit « Sommes-nous des hommes, oui ou non ?» Les tergiversations, il y en a assez. C'est toute cette charge émotionnelle, c'est tout un programme, c'est cela. Ces contenus, c'était pratiquement devenu, ça faisait partie de l'ADN de cette génération et de ces Algériens. J'aimerais revenir avec vous, M. Fouad Soufi, sur justement cette réunion des 22 évoquée par Boukhalifa Amazit. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette réunion tenue en juin 1954 à Alger? Ce qui est intéressant, d'abord, c'est qu'il n'y a jamais eu de livre sur ça. Oui. Et ceux qui ont participé à cette réunion n'en ont pas gardé un souvenir, on dirait, immémorial, quoi. Soit parce qu'ils ont estimé, certes pour certains d'entre eux, notamment Mohamed Mechati et son... Bachi, Mechati et... Bachi, Mechati et... il est connu, il a fait un livre aussi. Oui, oui. Habashi. Voilà, c'est ça. Ils ont estimé qu'il s'était fait avoir, quelque part. Et Mechati, Mohamed Mechati, Allah yarhamou, Allah yarhamou al-koul, bon, on va pas... Et il a même parlé de mascarade.
Et il a même dit que c'était antidémocratique. En fait, c'est tout simplement ces problèmes. Est-ce que ce n'est pas plutôt ces problèmes personnels avec Boudiaf, déjà qui interviennent dans ses souvenirs? Ça ne pouvait pas être une mascarade, puisque les 5, et non pas les 6, comme je l'ai lu il n'y a pas longtemps dans un journal, comme quoi les 22 ont désigné les 6. Non, ils n'ont pas désigné les 6. Ce sont les 5 qui ont désigné les 22. Et ils avaient besoin d'eux pour une sorte de feedback, de retour d'écoute. Et il n'y a jamais eu, de toutes les façons, dans aucun parti politique de cette époque, jamais eu de débat démocratique. Le chef, il est là, il parle. Quand Messali parle, les autres écoutent. Personne ne va dire « Ah, chef, peut-être que tu... » Et donc là, le chef, c'était celui qui les a invités. Celui qui les a invités, c'est Mohamed Boudiaf. Bon, maintenant, je ne vais pas dire qu'il est nerveux, non, c'est pas ça. Les 5 étaient déterminés. Ils voulaient savoir si ceux de leur entourage, ceux en qui ils avaient confiance, parce que ce sont eux qui ont invité les 17 autres, est-ce que ces gens-là, les anciens militants de l'OS, parce que c'est ça la première, le premier critère, on n'est pas de l'OS, on ne rentre pas dans cette réunion, est-ce qu'ils étaient prêts à... D'où le cri de Soudan et Boujma. C'est là qu'il en a eu marre. Il a dit il faut arrêter les débats, comme tu viens de... Il faut passer. Mais en même temps, il y avait déjà certains des 22 qui commençaient probablement, enfin qui commençaient à reculer dans leur engagement. Et ce qui était extraordinaire, comme quoi c'était quand même malgré tout et toujours de grands militants, bien après, bien, ils vont eux aussi participer à la guerre et pour certains d'entre eux d'ailleurs mourir. Donc c'est cette réunion des 22, Majid Merdassi, il en parle. Bon, j'avais écrit comme ça ce que je viens de dire. On n'est donc pas tout à fait d'accord sur les... Je profite de l'occasion pour présenter, au nom de la télévision algérienne, toutes nos condoléances à sa famille et à ses amis, évidemment. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu beaucoup de livres sur le 1er novembre 1954 aussi, il ne faut pas oublier. On sait tout ce qui s'est passé avant, on sait tout ce qui s'est passé bien après, mais je dis bien après, hein, c'est en fait à partir du 20 août 1955. Mais ce qui s'est passé dans les origines immédiates, ce qui va conduire, hein, ce qui fait que ça y est, c'est ça la voie et pas autre chose, il y a très peu d'écrits. Mais il va y avoir quand même ce groupe de militants qu'on a souvent présenté comme étant des militants rompus à tous les appareils des partis politiques, des organisations traditionnelles, à savoir Boudiaf, Ben Boulaïd, Didouche, Betat et Ben Mehdi d'abord, puis auquel va rejoindre Karim Belkacem. Et non, attendez, il n'y avait pas que les 6 en réalité. Oui. Là, justement, j'aimerais il y bien... a les 3 aussi, oui, qui ont adhéré avant Karim. Et rien ne se faisait sans Ben Bella, Aïd Ahmed et Khider. Rien ne se faisait sans leur avis. Et c'était Boudiaf, le chef des 5, enfin le chef des 5, je dis ça comme ça, mais Ben Boulaïd aussi a joué un grand rôle. Mais on ne peut pas non plus minimiser le travail des 3 autres, que ce soit Bitat, que ce soit Ben Mehdi surtout, qui va apparaître plus tard, et encore moins Didouche. Hein. Mais en fait, puisque nous on aime bien les chiffres dans notre pays, hein, donc ça commence par les 5, ça passe plus les 3, plus 1. Ce n'est pas les 6. Les 6 sont ceux qui sont à Alger. Mais il ne faut pas oublier... Les 3. Les 3. Et quand je dis les 3, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans le pays qu'ils n'assistent pas. Ils sont au courant de tout. Et je pense qu'il y avait des réunions de coordination en Suisse notamment, entre Ahmed Ben Bella, qui représentait les 3, c'est-à-dire qui était alors représentant du MTLD au Caire. C'était la délégation extérieure du MTLD, avant qu'elle ne devienne par la suite délégation extérieure du Front de Libération Mais pas tous. national. Non, pas tous.
En fait, c'est très complexe. En fait, ils y sont. Mais ils sont contre les centralistes et contre, oui, contre les messalistes. Donc c'est une couverture qu'ils ont quand ils sont au Caire, mais après, ils vont devenir officiellement les représentants du FLN. Mais après, ça va se compliquer. On va leur envoyer l'Emin de Berin, alors que l'Emin de Berin avait refusé, oui, oui, de prendre la direction du mouvement. Enfin, mais ce que j'avais écrit en commentant le livre d'un grand historien quand même français, Gilbert Meignier, sur l'histoire intérieure du FLN, oui, il y a eu tous ces événements, ces contradictions, ces heurts, ces bagarres, etc. Mais le résultat, il est unique, c'est l'indépendance. Mais tandis que lui, si on le suit à la lettre, on se demande comment on est arrivé à l'indépendance. Il ne s'entend pas avec celui-là. Oui, oui, il peut très bien ne pas s'entendre avec qui que ce soit. Mais ils s'entendent sur un point. C'est l'indépendance. Et c'est ça l'objectif. Donc c'est bien de rentrer dans les détails, c'est ce que je fais personnellement chaque fois, c'est bien. Mais il ne faut pas que j'oublie qu'ils avaient tous un seul et unique objectif. Même s'ils se haïssaient. Même s'ils se haïssaient, ils n'avaient qu'un seul objectif. Alors, M. Boukhalifa Amazit, l'objectif étant connu, mais il y avait un facteur temps. Mais aussi, il fallait trouver une façade. Donc, les 5 ont tenté de convaincre un certain nombre de militants du PPA-MTLD pour assurer la responsabilité de ce groupe. Qu'en est-il exactement ? En fait, c'était la réunion, c'est ce qu'on appelle la réunion des 22. Enfin, Châté conteste le 22e qui était Lot. Je pense que c'est un militant avoir pris le risque il a pris autant de risques que les autres. Ceci étant, c'est que le choix, et je crois que c'est Stora qui le souligne, le choix qui peut paraître un choix arbitraire, des militants qui ont été convoqués pour cette réunion. On n'a pas cherché l'équilibre régional, on n'a pas cherché l'ancienneté. En fait, ceux qui ont été convoqués, c'est ceux qui n'avaient rien à perdre. Ils étaient tous condamnés, tous recherchés. Certains condamnés à mort, etc. Ils n'avaient rien à perdre. Et Boudiaf aurait également joué sur ce critère. C'est-à-dire que s'ils se font arrêter, ils savent de toutes les façons, ils sont recherchés, donc plus rien à perdre. Donc leur proposer la chose la plus... C'est-à-dire, nous allons passer à l'action, de toutes les façons. Je rejoins en ce sens mon ami Fouad, c'est que de toutes les façons, quelle que fût la réponse des 22, quelle qu'elle soit, ils étaient déterminés à passer à l'action. Les 5 Hadou et plus les 3 du Caire, qui étaient en consultation permanente, étaient déterminés à passer à l'action, quel que soit le prix. Ils savaient quel allait être le prix. Donc après la réunion des 22, les choses vont s'accélérer. Oui, l'histoire s'accélère. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle s'est accélérée dès la création du CRUA. Dès la création du CRUA, les choses sont allées très très vite. On n'attendait pas. Les contacts étaient permanents, les contacts étaient fréquents, permanents. On contactait les gens qui étaient à l'extérieur. On se réunissait avec eux. La réunion que vous venez d'évoquer à Genève. On allait en Kabylie, on allait dans les oreilles, on contactait. Mais ce qui est très important, c'est que on a l'impression que les 5, ceux qui vont, les 5 plus 1, c'est-à-dire qui vont prendre ensuite, aller sur le terrain, on a l'impression qu'ils étaient coupés de leur militants. Non, ils étaient en contact permanent avec leur base militante. C'est-à-dire ceux qui allaient devenir les acteurs du 1er novembre. Ils étaient en contact permanent avec eux. Ils n'étaient pas coupés d'eux. La décision de donner la une à Ben Boulaïd, de nommer Ben Mhidi à la 5e, cette décision avait été prise avant. Ce n'est pas
comme on le prétend, une décision qui a été prise au niveau des 22. On n'a pas choisi comme ça, au hasard. Non, non, les choses étaient... C'est-à-dire que ce n'était pas un coup de poker, comme on dit. On n'a pas joué ça au dé. C'était réfléchi dans l'esprit de ces pères fondateurs, parce que ce sont les pères fondateurs. C'est la réalité du terrain. C'est la réalité du terrain. On avait deux groupes armés, un dans les Aurès, un en Kabylie. Deux groupes, et d'autres groupes qui essayaient de se former ailleurs. D'où, on avait 3 départements. Oui. Il y avait 3 départements, plus les territoires du Sud. Eh bien, un département est resté un, puisqu'il n'y avait pas de groupe armé qui était prêt. Sinon, dans les monts de Tlemcen, comme ça, donc c'est devenu la zone 5. Je commence par l'ouest, bien sûr. Ensuite, le département d'Alger, lui, c'est lui qui va poser un petit problème. Oui. On nomme et ils étaient 5, donc il fallait qu'ils se répartissent, puisque le 6e, c'est le chef, c'est Boudiaf. Donc, on n'envoie pas, on désigne Didouche pour une partie du département d'Alger. Mais le département de Constantine, lui, tout de suite, il a été divisé en 2. Ben Boulaïd, il aurait très bien pu avoir tout le Constantinois. Oui. Et comme c'est dur à gérer, il est le seul à... Il ne faut pas oublier qu'il est ici et Ben Boulaïd en face. Donc lui, il a les Aurès et puis une petite partie du sud. Les frontières n'ont pas été tracées, il n'y a pas eu des négociations. Après, il va y en avoir des négociations entre les zones et surtout après avec les wilayas. Et donc, ça devient la zone 1 et la zone 2 qui a été donnée. Donc, reste maintenant le département d'Alger qui va empiéter, qui va être divisé en 2 lui aussi, autour de Loarsenis, plus Alger, autour de la Kabylie, plus la Grande Kabylie, plus la Petite Kabylie. C'est-à-dire le binôme Tizi Ouzou, Bjer, avec comme responsable, puisqu'on va négocier, Karim Belkacem ne pouvait pas accepter qu'un citadin vienne lui donner des ordres. C'est ce que rapporte celui qui a écrit le livre sur Karim Belkacem, Hamdani. Donc, je crois que ce n'est pas tellement ce sentiment-là. C'est parce que Karim Belkacem avait constitué le Il l'avait, donc il était prêt. Ce n'était pas une question de citadin, à mon avis. Non, mais c'était la question d'entité. Il a présenté ça comme étant une entité. Oui, non, il s'est présenté parce qu'il n'était que 2 à avoir des militants. Fouad Soufi, par rapport, juste une petite remarque par rapport à ce découpage. Parce que quand on regarde par exemple le découpage qui a été effectué lors de la création du premier état-major de l'OS, l'organisation spéciale, on retrouve pratiquement le même découpage. Il y a eu 5 zones. Oui. Elles existaient dans l'organisation du PPA. Le PPA il y avait à peu près, non, le PPA avait des zones, des arrondissements. Il y avait 15 zones. Voilà, il y avait des daïras. Il y avait une quinzaine, voilà. Et il y avait c'était des daïras. Voilà, mais ils ont gardé l'esprit des années 40. Voilà, de la fin des années 40. De la fin des années 40, de la période la plus dure. Alors maintenant, il va y avoir cette réunion que l'histoire retient, cette fameuse réunion de l'ex-Pointe Pescat du 24 octobre 1954, où le plan du déclenchement est définitivement adopté. Ce qui a été adopté également, il y avait l'adoption du texte fondateur de la révolution algérienne et le sigle qu'ils allaient mettre en avant, à savoir le Front de Libération Nationale. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la réunion du 24 octobre 1954 a donné naissance au Front de Libération Nationale? Oui, bon... C'est une date de naissance, il fallait lui donner une date de naissance. Moi, je pense que c'était entendu. Et d'un point de vue symbolique, l'importance de cette réunion. Se seraient mis d'accord sur le nom. Voilà.
à donner à Qu'est-ce cette qui a nouvelle été organisation. décidé lors de cette réunion du 24 octobre? Vous savez très bien que tous les historiens évoquent cette date importante comme étant l'ultime réunion avant le jour J. Certains affirment que c'est la réunion des 22 qui aurait fixé la date du premier novembre, ce qui est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en contact, tous ces militants étaient en contact. Et ensuite, quand ils se réunissaient, c'était pour... c'est-à-dire se réunir pour mettre au point, c'est-à-dire définitivement des décisions qui avaient été discutées, qui étaient dans les tuyaux, qui étaient... Moi, je crois que la décision, la date du 1er novembre, j'ai la certitude, de par c'est-à-dire en essayant de se mettre à leur place, je pense qu'elle a été décidée avant le 24 octobre. Je pense qu'elle a été... parce qu'on ne décide pas d'une chose aussi importante dans une réunion. Est-ce qu'il y a un document officiel où on peut retrouver cette date, la date et l'heure du déclenchement de la guerre de libération nationale? Bon, il y a une lettre, je crois, de Mohamed Boudiaf qui a été envoyée à partir de Berne. Donc, de Berne, on le 27 octobre, elle est datée. Oui, mais elle a été envoyée à la délégation extérieure. Ce qui confirme ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tout se fait en accord avec la délégation extérieure. C'est des personnages, c'est qu'on a tellement focalisé sur les 6 qu'on a oublié les 3 autres. Or, ils ont joué un rôle essentiel. Ensuite, il fallait justement retourner. Il ne pouvait pas rester à Alger. Il fallait que chacun retourne dans sa zone. Bon, il ne va pas attendre le 1er novembre. Oui. Pourquoi il ne peut pas attendre le 1er novembre? C'est parce que ceux qui sont préparés ne se connaissent pas la date. Ils vont la connaître peut-être l'avant-veille pour certains. Et d'autres vont la connaître la veille. À tel point que certains se sont trompés. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à Ishmoul à la veille, vraiment à la veille du déclenchement c'est-à-dire le 30 novembre. Il leur a dit voilà ce que vous allez faire. Et ce texte de la proclamation de l'appel, c'est un appel, l'appel du 1er novembre, ce texte qu'on va retrouver le 1er novembre effectivement sur tout le territoire national. C'est faux que de croire que ça a été tiré dans un seul endroit. Voilà. Je pense que là aussi, il faut qu'on mette... Ça n'a pas été tiré. Bon, uniquement... Moula, oui, c'est vrai. Mais ça a été tiré aussi ailleurs. Parce que le texte va être simultanément distribué. On ne pouvait pas le distribuer. Il n'y avait pas de fax ni de mail à l'époque pour envoyer le texte de Tizi Ouzou jusqu'à Tlemcen. Nous savons que Mohamed Boudiaf, lorsqu'il quitte Alger le 26 octobre 1954, il avait une copie écrite à l'aide de l'encre sympathique. Oui. Donc, mais ce n'est pas le cas de Ben Boulaïd, ce n'est pas le cas de Bitat, ce n'est pas le cas de Ben Mhidi. Qui ont été rejoints chacun son poste. Ils ont pris leur texte. Avec eux. Avec eux, comme Krim va le faire. Ensuite, on va le faire. Alors, ce qui est vrai, comme tu l'as très bien dit, Iri Moula, on va tirer le texte pour Alger. Alger et ses environs. Et beaucoup vont les trouver dans leur boîte aux lettres, notamment certains journalistes. Mais dans la région d'Oran, Tlemcen, Belabès, etc., c'était pas possible. Donc en fait, il y a eu un autre tirage. Il y a eu d'autres tirages. Un autre tirage là-bas. Et il va y avoir un autre tirage dans les Aurès, l'autre dans la région à Constantine. Alors, il y avait cette... C'est intéressant parce que il y a toute une... mythologie autour de ça. D'ailleurs, même la délégation extérieure avait sa propre copie, n'est-ce pas? Elle a eu sa copie grâce à Boudiaf, et c'est cette copie qui va être lue, Sawt al-Arab, l'émission Sawt al-Arab, dans le Caire, lundi soir. Il y avait une anecdote autour de cette lecture. Le texte, nous savons que le texte a été lu par Ahmed Ben Bella. Qui ne savait pas lire l'arabe, qui n'écrivait pas et ne lisait pas l'arabe. Et c'est pourtant lui qui a eu le texte. Et pourquoi pas, mais ça, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi pas, le seul véritable arabisant des 3, c'était Mohamed Khidr. Parce que même Aïd Ahmed, il a dit
après cette mésaventure, on s'est décidé à se mettre à l'arabe quand il rapporte tous ces événements. Et effectivement, Ben Bella, il va transcrire en caractère latin le texte qu'il avait reçu, qu'il avait traduit. Donc ils reçoivent le texte en français, ils le traduisent à trois en arabe, enfin ils le rendent en arabe en tous les cas, parce que, on ne sait pas comment qu'il est. Et lui, c'est lui qui est chargé de le lire, Sawt al-Arab, Radio Le Caire, et il va le transcrire en français, en lettres, en caractère latin, et il va le lire. La question qui se pose, est-ce qu'il existe, et qu'il faudrait peut-être poser, est-ce qu'il existe une copie ça, on n'en sait rien. Sonore dans les archives de la... En principe, ça aurait dû exister. Oui, ça aurait dû. Et comme j'ai appris que les Égyptiens nous ont offert des archives sonores, est-ce qu'il y a ce texte? Oui, est-ce qu'il y a Alors, avant peut-être d'aborder le dernier point de l'émission, j'aimerais bien qu'on dise un mot sur l'essence de ce texte fondateur. Mais j'aimerais quand même raconter un système, je ne peux pas ne pas le dire. Donc, le texte a été rédigé en français. On n'est même pas capable de dire aujourd'hui à nos enfants que ce texte a été rédigé en français. On veut leur faire croire que ce texte a été rédigé en arabe. Non, il a été rédigé en français. J'ai presque envie de... Bon. Il a été traduit en arabe une première fois, donc, par les trois du Caire. Mais les autres traductions, et notamment la traduction officielle d'aujourd'hui, j'avoue que personnellement, je ne sais pas qui s'en est chargé. Oui. Qui s'en est... Est-ce qu'il... Encore moins quand. Quand. Alors, est-ce qu'il y a eu une traduction dans le Moujahid, le Moujahid de l'Arabia, malheureusement, je ne sais pas s'il a été retiré. Il y a eu un nouveau tirage. Non, il n'y a pas eu de uniquement retirage. En français. Je sais qu'il a Mais la version en arabe. Oui, je crois qu'il y a eu une version en arabe. Non, il y avait le Moujahid en arabe. Non, mais, je sais, mais je crois qu'il y a une version des trois. Oui, il y en a eu. Une version des trois. Ça me revient parce qu'elle était au. Ouais. Monsieur Boukalfa, l'essence, donc le sens de ce texte fondateur. C'est un texte. Moi, je crois que. Il est construit, c'est peut-être la construction qui me... ils avaient, pas kidnappé, mais ils s'étaient assurés de l'assistance d'un correcteur du journal Le Monde, qui était dans le journal Le Monde. Ils se sont assurés son concours. Je crois que son rôle n'a pas été seulement de corriger. Je pense. La construction du texte est une construction très journalistique. Elle part de l'intérieur du match de la chose la plus importante, c'est la pyramide inversée qu'on apprend à l'école du journalisme, que tous les journalistes savent. Ensuite, je voudrais dire une chose et que ce soit entendu de nos compatriotes et de l'autre côté aussi. Ce n'est pas une déclaration de guerre. Il n'est pas question de guerre dans ce. C'est au contraire une main tendue. C'est une dernière proposition qui est faite aux colonisateurs pour lui dire de prendre en compte la colère qui est en train de couver, de s'asseoir pour la première fois autour d'une table, qu'on puisse discuter. Et on ne pouvait pas. Et là, ce qui est définitif, c'est-à-dire que le mot istiqlal, indépendance, il ne fait aucun doute. L'objectif, c'est l'indépendance nationale, par tous les moyens. Par tous les moyens, c'est précisé. Ensuite, c'est un texte qui est très important, parce qu'il inscrit, c'est ça, c'est très important, parce qu'on oublie très souvent que ceux qui ont déclenché ont inscrit leur action dans un vaste mouvement international de décolonisation. Ce n'est pas un moment isolé dans l'histoire d'un pays. Ce n'est pas un conflit qui oppose la France à l'Algérie, mais les colonisateurs aux colonisés. C'est très important parce que
La France, aujourd'hui, essaye de réduire ce combat à un duel entre des Algériens dans une petite colonie de la France et des... Non, non. Il s'agit du combat qui s'inscrit dans un vaste mouvement d'émancipation des peuples, et les Algériens ont inscrit leur combat à l'intérieur. C'est très important. Ce n'est pas une guerre locale, ce n'est pas une petite guerre locale, c'est quelque chose. Parce que c'est ici, par la suite, en 1962, et cela se vérifiera, c'est ici que s'est écrasé l'Empire français. C'est ici, et non ailleurs, que l'Empire français c'est terminé. Voilà. Je pense qu'on termine avec cette question. Quelles étaient les réactions juste après le déclenchement de la guerre de libération nationale, M. Fouad Soufi? Les réactions de... Les réactions à l'époque, c'est-à-dire à la fois de l'administration coloniale, mais aussi des Algériens, c'est-à-dire des partis politiques qui constituent alors d'abord le mouvement national. Le système colonial, on l'appelle système colonial, mais juridiquement, l'Algérie, ce sont 3 départements. Ce qui permet aux Français de dire pas d'ingérence dans les affaires intérieures. Ce sont 3 départements. C'est ce qui explique d'abord la longueur de la guerre, ce qui explique que les colonies d'Afrique, etc., le Vietnam et tout ça, vont être libérées les unes après les autres, certaines par le sang, c'est nos amis vietnamiens, d'autres, on s'est arrangé pour passer à un autre stade. Maintenant, le déclenchement, je rappelle dans 2 livres, Mohamed Jaraba et Reda Melek ont dit oui, c'est un appel, mais c'est également un appel à la mobilisation du peuple, mais c'est également un appel à la paix, à la négociation. Oui. Pas, comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas un appel à la guerre. Or, que dit Soustelle en 1955? Où sont les interlocuteurs? Qui sont les interlocuteurs? La réponse va venir 2 ans après, si je ne me trompe pas, ou 1 an après, avec la photo de Ben Bella. Parce que moi, quand ils entendaient parler de Ben Bella, ça les... contrairement à ce que je lis dans la presse depuis une quinzaine d'années. Bien. Donc, les réactions chez nous, ça va être quoi? Attention, on va retourner en 1945. C'est vrai que la réaction va être violente, mais elle va être violente où? Elle va être violente dans les Aurès et en Kabylie. Les bombardements, c'est où? C'est dans les Aurès. Quelques coins de la Kabylie, parce qu'il ne fallait pas toucher les petits colons qui étaient là-bas. Tandis qu'en Kabylie, on pouvait bombarder... Dans les Aurès, on pouvait bombarder n'importe où. Donc les réactions, ça a été d'abord la circonspection, se méfier. C'est qui, ces gens-là? Je parle des partis politiques. C'est qui, ces gens-là? C'est pas le MTLD, c'est pas les Messalis, alors c'est qui? C'est qui? Et la sympathie va se construire. La solidarité va se construire petit à petit, tant dans les villes que, et surtout, et d'abord probablement, dans les campagnes. La sympathie envers ce mouvement inconnu. Et c'est là le début de la défaite, parce que la population algérienne, non, elle ne va pas accueillir ça comme étant le salut, mais elle va construire sa solidarité et son passage vers l'idée d'indépendance. Ça va se construire durement. N'oubliez pas les massacres des populations. Peut-être un dernier mot, mais les autorités françaises avaient paniqué à l'époque. D'où la fameuse déclaration de François Mitterrand qui avait dit... Non, la panique, c'était la simultanéité. Jamais ça ne s'était passé. La simultanéité de l'action, l'intensité de cette action, et alors que au départ, les concepteurs avaient dit qu'il faudrait peut-être déclencher, calmer le jeu et pour le temps de s'organiser. Mais ça a tenu, particulièrement dans les Aurès. Pendant longtemps, c'est les Aurès qui ont pris
qui ont accusé le choc. Ça a été dans les Aurès. Donc, d'ailleurs, directement, il s'est rendu là-bas, Mitterrand il s'est rendu, c'est le premier à avoir parlé de guerre, le premier homme politique à avoir parlé de guerre. Il a dit, la réponse, c'est la guerre. Mais on fait la guerre contre un département, donc immédiatement, voilà. On lui a tapé sur les doigts, on lui a dit, mais on ne fait pas la guerre contre un département. S'il y a une manifestation dans le Var, on ne va pas envoyer on ne va pas faire là, on ne va pas envoyer l'armée. Et c'est pour ça qu'ils ont... Vous savez, il y a une chose que les Moudjahidines ont remarqué ou que les voyageurs ont remarqué. Au départ, lorsqu'il y avait des contrôles sur la route, il y avait des militaires et des gendarmes. C'était les gendarmes qui demandaient les papiers. En ville, il y avait des policiers et des militaires. C'était les policiers qui demandaient les papiers. Ce n'étaient pas les militaires. Par la suite, c'est à partir de 1957, quand ils auront les pleins pouvoirs, quand l'armée aura les pleins pouvoirs à partir de janvier 1957, les choses vont se faire. Même un petit peu en 1956. En 1956, seulement ça se fait. Oui, c'était la pratique. Un petit peu, voilà. Mais ceci dit, si vous permettez, le deuxième point, comme quoi ils se sont affolés, tout de suite, le mot d'ordre est venu du Caire. Et je pense... Je vais simplement préciser une chose. Et je reviens à une question que vous avez posée. Jamais le FLN n'a affirmé qu'il allait vaincre la 4e puissance mondiale. Il a affirmé qu'il allait l'affronter avec courage, sacrifice et abnégation, mais jamais il ne s'est illusionné de vaincre la 4e puissance mondiale. Parce que nous avons fait la guerre à la 4e puissance mondiale. Du moins, ils nous ont imposé la guerre. Et nous voulons abattre le système colonial. C'est le système colonial, notre ennemi. L'ennemi, c'était effectivement le système colonial. À ce propos, vous me tendez la perche pour le mot de la fin. La dernière phrase de la proclamation du 1er novembre 1954 est éloquente à ce propos. On peut lire « Quant à nous, résolus à poursuivre la lutte, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la patrie. » Et ils étaient nombreux, ceux qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes à la patrie. Et cette émission est dédiée à tout cela. Je tiens à remercier mes invités, M. Fouad Soufi, qui est historien et archiviste au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle de CRASC, et M. Bouhalfa Amazit, qui est journaliste et scénariste spécialisé. Mais je tiens à remercier également les responsables de la Bibliothèque nationale du Hama de nous avoir invités et aidés dans ce temple dédié à la culture et au savoir. Bonne soirée et à bientôt.